Bien, merci Denis pour ce mot d'ouverture. Écoutez, on en est maintenant à introduire notre premier invité. Écoutez, vous allez probablement le reconnaître puisque c'est une personne qu'on voit quand même relativement souvent comme invité dans les émissions d'actualité économique. Je dois avouer que je courtise M. Gignac depuis au moins 3 ans pour qu'il puisse venir nous rencontrer comme conférencier d'ouverture pour le séminaire à titre d'invité d'ouverture. Donc, on est vraiment content de vous recevoir, M. Gignac, aujourd'hui. Cette année, on lui a donné quand même une grosse commande à M. Gignac, celle de nous partager sa vision de ce qui nous attend d'un point de vue économique, donc tout ce qui concerne le PIB, les emplois, les écarts de richesse, l'augmentation du protectionnisme, etc. Et d'un point de vue financier, donc tout ce qui concerne les rendements, pour la période qui suivra le COVID, donc quand on sera sorti de cette fameuse pandémie. Ce sujet nous intéresse particulièrement comme syndicaliste, bien entendu, parce que c'est notre day-to-day, mais aussi comme membre de comité de retraite. On est intéressé d'essayer de voir ce qui s'en vient au niveau des rendements sur les marchés boursiers, au niveau des obligations, etc., etc. Monsieur Gignac, c'est un économiste. C'est un homme politique québécois aussi. Après avoir eu une carrière d'économiste dans le milieu bancaire, il a été élu dans la circonscription de Marguerite Bourgeois en 2009 et il est resté en politique jusqu'en 2012. Pendant son passage en politique, il a été au Conseil des ministres, il a été ministre du Développement économique et il a été notamment aussi ministre des Ressources naturelles et de la faune. Depuis 2012, M. Gignac est vice-président principal et économiste en chef à l'Industrielle Alliance. Il agit comme porte-parole sur les questions économiques. Alors, je vous avise tout de suite que pendant sa présentation, pendant que M. Gignac va faire sa présentation, vous avez une fenêtre où vous pouvez inscrire vos questions, vos commentaires. Moi, j'ai accès à un iPad ici et je vais recevoir vos commentaires durant toute la présentation. Donc, à la fin de la présentation, il y aura une période de questions avec M. Gignac, puis on pourra avoir un échange avec lui. Donc, sans plus tarder, je vous donne la parole, M. Gignac, puis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de cette belle invitation. C'est vrai que les dernières années, on aurait dit que l'agenda fonctionnait difficilement, mais là, maintenant, on est plus à se déplacer. On travaille à partir de la maison. Il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. C'est bien plus facile à ce moment-là de se rendre aussi disponible. Écoutez, je pense que on a parlé peut-être de quoi, un 45 minutes, si je me souviens, Marie-Josée, puis peut-être que moi, 30 minutes, et on va avoir du temps pour les questions. La présentation va vous être rendue disponible parce que des fois, j'ai le défaut d'aller rapidement un peu, fait que on va prendre notre temps quand même ce matin. Et donc, gênez-vous pas, il y a jamais de mauvaise question. Des fois, il y a des absences de réponse, là, mais on n'est pas à l'Assemblée nationale. Donc, on va tenter de répondre adéquatement aux questions. Donc, si on y va, donc au niveau de la petite mise en garde, évidemment, parce que c'est pas une distance exacte, comme vous savez, donc pas de recours collectif à l'encontre de IA Groupe Financier si certaines choses que j'ai ne se matérialisent pas. Donc, les sujets qu'on va aborder. On va parler donc de l'impact, évidemment, sur l'économie et les finances publiques, cette COVID-là, mais aussi à quel type de reprise, là, parce que là, vraiment, c'est ça qui nous intéresse, qu'on peut s'attendre. Puis, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec la bourse. C'est un séminaire sur la retraite quand même, donc, puis plusieurs impliqués dans les caisses de retraite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la bourse, là? Veut dire, des millions de chômeurs encore, puis des nouveaux records au niveau de la bourse. On va essayer de démêler ça un petit peu dans le temps qui m'est alloué. Donc, bien écoutez, ça fait déjà 1 an, imaginez-vous, qui aurait pensé, 1 an plus tard qu'on serait encore là-dedans. Mais à l'époque, je me souviens, Marie-Josée, que les gens se posaient des questions. Au mois de mars l'année passée, vous vous souvenez, la bourse qui avait baissé de 35% à l'espace de 6 semaines, j'en parlerai tantôt. Mais là, les gens disaient, écoute, le soleil ne se lèvera pas à l'est, là, puis oublie ça, ça ne sera jamais une reprise en forme de V, ça va être W ou un L, on va rester dans le fond de la vallée longtemps. À la réalité, vous savez, c'est la première fois qu'on avait ça, une fermeture de l'économie pour des raisons de santé publique. On n'avait jamais vu ça. Une récession qui est à créer.
par une décision de la santé publique. Je ne conteste pas la décision, évidemment, la santé publique, c'était pour une bonne cause. Mais nous autres, les économistes, on n'avait jamais dealé avec ça. La fin d'un cycle économique en raison de la santé publique, la dernière fois, il faut reculer en 1917-18, la grippe espagnole, puis on n'avait pas vraiment fermé l'économie, on ne savait pas trop ce qui se passe. Donc, oui, on a eu cette reprise-là en forme de V. Donc, une forte contraction économique. Ici, vous avez un graphique là, qui montre le PIB. Là. On parle du PIB canadien qui est en petite ligne, une pointillée rouge. Là. PIB US avait reculé de 16-18 dépendamment de quel pays. Mais on a déjà récupéré considérablement, à peu près 80 de récupération au niveau de l'activité économique. Évidemment, ça dépend des secteurs. Des secteurs qu'on n'est pas revenu encore, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en général, vous pouvez comparer ça au cycle de récession précédente. Puis là, dans le fond, on revient un peu dans le pattern de reprise qu'on avait. Sauf que c'est pas les mêmes types de reprises parce que ce ne sera pas le même environnement. Mais quoi qu'il en soit, puis je vais en parler un peu, merci aux banques centrales, merci au gouvernement parce que sinon, ça aurait été comme une leçon un peu des années 30. Quoi qu'il en soit, si on regarde au niveau du marché du travail, oui, on récupère quand même beaucoup. Les États-Unis ont récupéré à date 58 des emplois perdus. Puis dans le cas du Canada, environ 80 Ça change un peu là, selon les couvre-feux, les mesures de restriction dans certaines provinces, mais au total, pour le Canada, là, on a récupéré environ 80 des emplois perdus. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à droite aussi. Une forte divergence entre les États-Unis et le Canada, le taux de participation des plus jeunes sur le marché du travail là, ou d'un groupe d'âge là, que j'ai mis les 25 plus jeunes, manière de dire, la force de travail sur la force de l'âge, 25, 50, 30 ans. Donc, c'est encourageant. Faut dire que avec les subventions salariales qui existent, bien à ce moment-là, ça incite aussi les entreprises à garder des gens sur leur payroll et aussi les gens se mettent réceptifs sur le marché du travail. Donc, beaucoup d'inquiétudes. Voilà un an, c'est ça qu'il faut retenir. Beaucoup de secteurs, on n'est pas sorti de l'auberge encore, mais les choses s'améliorent. Mais un fort rebond de l'activité économique grâce aux interventions que toutes les banques centrales et les gouvernements ont fait. Washington, j'ai montré un petit peu plus tôt là, que les États-Unis étaient à remorque un peu du Canada en termes au niveau de la reprise des emplois. Là, il n'y en a pas eu autant. Mais là, ils viennent de mettre encore des bûches dans le foyer, si je peux utiliser cette expression-là. Regardez, Biden, c'est 1900 milliards, ça qu'on a anglais 1,9 trillion, là, 1900 milliards d'un autre stimulus budgétaire. Ça, c'est plus que l'équivalent de l'économie canadienne. Des chèques qui sont dans la poste là, au niveau des Américains. Donc, une famille de 4 personnes, c'est pas loin de 6 000 $ qu'ils reçoivent. Là. Puis, certains cas non imposables. C'est pas toutes les familles, mais ceux qui gagnent en bas d'un certain revenu. Donc, on met des bûches dans le foyer pour stimuler l'économie, pour s'assurer là, qu'on a une bonne croissance. Qui fait en sorte que je vous donne tout de suite la conclusion au niveau de l'économie et des perspectives économiques. Donc, le petit bâtonnet rouge, c'est le Canada. Le bâtonnet noir, c'est le monde. Donc, après la plus grosse récession qu'on a observée là, dans l'histoire moderne, mais qui a été la plus courte aussi, on va se dire, parce qu'une récession, pour un économiste, c'est quand on a fini de descendre dans le sous-sol. Donc, on était peut-être rendu au 6e sous-sol. Là, on est peut-être au 2e sous-sol. Mais la récession, elle se termine, c'est quand tu commences à remonter du 6e au 5e, c'est là que la récession se termine. Donc, on est dans la phase de récupération. Récession qui aurait été courte, mais très forte. Mais regardez les perspectives pour cette année. Canada, États-Unis, on parle d'une forte croissance. Puis là, ça l'intègre maintenant, dans le cas des États-Unis, le nouveau budget, la nouvelle initiative budgétaire qui vient de M. Biden. Donc, une forte croissance économique, des croissances économiques comme on n'a jamais vu par le passé, mais on a vu des reculs importants. Et dans le cas du Canada, l'accélération va être assez bonne aussi pour l'an prochain. On parle de 4,2, une croissance supérieure. Écoutez, il faut rester modeste comme économiste, là, parce que c'est pas une science exacte. Ça, vous le savez déjà au fil des années. Et en plus, on n'a jamais fait ça, vu ça, une pandémie. Donc, il peut y avoir des facteurs de risque à la hausse puis des facteurs de risque à la baisse pour faire des prédictions économiques. Donc, on prend ça un peu avec un grain de sel, les chiffres et données, mais la tendance, je pense qu'elle est correcte. Donc, on a des risques haussiers.
c'est-à-dire d'autres vaccins plus efficaces, moins compliqués à manipuler. Là, on le voit là, déjà dans le cas avec Johnson Johnson. Là, tu n'as pas besoin de mettre ça à moins 70 comme Pfizer. Des ménages qui ont un taux d'épargne incroyable, là, des taux d'épargne de l'ordre de 15-20 le monde, il y a beaucoup de monde qui attendent juste que les restaurants réouvrent puis qu'on puisse revoyager de nouveau après qu'on soit vacciné. Fait que ça va stimuler l'économie beaucoup. Il y a un boom aussi d'innovation et de productivité. Écoutez, beaucoup de monde qui travaille à partir de chez eux et votre humble serviteur, c'est un cas. Moi, j'ai jamais fait autant de conférences puis autant d'entrevues dans une année, là. Puis bon, puis je déjeunais avec mon épouse le matin, puis je soupais avec elle, j'avais une qualité de vie. Et dans le secteur des services, aucun doute qu'il y a un boom de productivité. Des fois, c'est un peu dur à mesurer, là, mais quand je regarde les profits des compagnies, c'est clair qu'il y a un boom de productivité de ce côté-là aussi. Mais il y a des risques baissés, parce que tu peux avoir une troisième vague. On voit un peu en Ontario, là, avec les variants qui embarquent dans le décor. Puis on ne sait pas combien de temps ces vaccins-là, il faut que tu sois vacciné à tous les ans, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est tout le monde qui va adhérer aussi à la vaccination? On le voit là que certains vaccins peuvent avoir un petit peu AstraZeneca, exemple. Le monde sont moins sûrs, là. On verra. Quoique dans le cas du Canada, il paraît que la batch vient des Indes et non pas de l'Europe. Donc, il serait sûr, soit dit. La fin des programmes gouvernementaux, parce qu'il y a bien des entreprises qui sont sur respirateur artificiel, on va se le dire, et aussi une poussée d'inflation. Parce que là, ça coûte plus cher. On le voit bien dans le secteur de la construction, mais les coûts de transport également, le prix des matières premières, le prix du cuivre, on commence à avoir ce qu'on dit en anglais du coche-pouce, une poussée des coûts. Là. Donc, on ne parle pas d'épouvantail à moineau que l'inflation s'en va à 8-10 c'est pas ça que je veux dire. Mais on commence à avoir des attentes inflationnistes plus élevées là, qui sont en train de se constituer. Les banques centrales, ils ont dit qu'ils vont monter les taux d'intérêt juste quand l'inflation va être bien installée. Donc, ils vont tout faire pour que ça fonctionne également. Verdissement, j'en ai déjà glissé un petit mot, que cette phase de récupération-là, ben, ça va être chaotique selon la vitesse de vaccination des pays puis des régions, puis ça va être très inégal selon les secteurs de type d'emploi. Donc, c'est peut-être rien de nouveau pour vous parce que c'est déjà ça, mais quand même, je veux quand même le mentionner. On le voit ici au niveau de la vaccination, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Israël, évidemment, une approche différente. Ils ont sorti peut-être le porte-monnaie. Ils ont payé plus cher, je ne sais pas. Mais eux, un taux de vaccination très, très élevé. États-Unis qui va bien également. Canada qui tire de la patte, mais là, qui commence à s'accélérer. Donc, il y a lieu d'être optimiste. Mais au moins, les soins, c'est les personnes les plus vulnérables qui sont vaccinées en premier. Donc, au moins, les séjours en soins intensifs là, qui gorgeaient les autres. Bien, ça, c'est en déclin, puis ça va continuer à décliner. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais c'est pour vous dire comment que la reprise économique est différente. Elle est beaucoup plus forte actuellement aux États-Unis qu'elle ne l'est en Europe, parce que l'Europe, ils ont plus de difficultés au niveau de la vaccination que c'est le cas aux États-Unis. Marché du travail, donc une reprise très inégale. Les secteurs qui sont touchés par la COVID, ça va rebondir, vous le savez, à venir jusqu'aux fêtes, puis après, jusqu'à l'automne, ça l'a redescendu, restaurants, hôtels, puis là, ben, ça va repartir vers la hausse. Donc, dépendamment des secteurs, si vous prenez les secteurs qui sont touchés plus par la COVID, hébergement, restauration, culture, ça a été très, très affecté. Mais là, avec les bonnes nouvelles qu'on a eues cette semaine, ben, ça va remonter. Fait que donc, ça dépend. Quand tu parles aux gens, ça dépend dans quel secteur ils travaillent. Ils ne voient pas ça de la même façon. Ils le voient selon leur vécu, leur réalité à eux, évidemment. Donc, là, je m'en viens avec des petits messages. Cette pandémie-là, elle amplifie les inégalités sociales. Si on veut viser une relance économique inclusive, puis là, il s'en vient des budgets là, à Québec, puis en Ontario, là, puis au fédéral, il faut que nos gouvernements ils portent une attention particulière au sort des moins bien nantis. Regardez ce qui se passe. Je vais aller lentement. À votre gauche, je m'excuse si le graphique est en anglais, là. À votre gauche, on a séparé le type d'emploi selon que c'est des gens qui sont bien payés, là, les travailleurs qui ont des bonnes payes versus ceux qui sont en bas de la médiane qui ont des moins bonnes payes, là. Donc, l'idée, regardez la divergence, parce que souvent, ceux qui sont plus hauts salariés, plus des cols blancs ou des gens qui sont dans le secteur des services sont mieux rémunérés que des gens qui travaillent dans des secteurs plus de proximité que les gens, comme les restaurants, les hôtels ou la culture. Et regardez ce qui se passe.
l'écart qui est en train de se creuser. Qui plus est, à droite, souvent les mieux nantis, qui, eux, travaillent à partir de chez eux, parce qu'ils peuvent travailler à partir de chez eux, ben, ils sont propriétaires d'une maison, puis ils ont de l'argent, hein? Donc, ils ont de l'argent dans le cadre de l'EUREA, puis ils ont peut-être un peu plus d'argent aussi qui ont resté à la bourse. Puis donc, le prix de leur maison prend de la valeur, puis en plus, la bourse prend de la valeur. Fait que donc, eux autres, là, franchement, ils sont plus riches qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. C'est pas le cas des autres, là. Donc, on a une reprise qu'on appelle en forme de K, la lettre K. Donc, j'ai parlé de la lettre V tantôt. Bien, c'est ça, la lettre K. Les mieux nantis sont encore plus riches, puis les moins bien nantis, ben déjà, ils étaient dans une situation pas drôle, ben ça s'est pas amélioré. Oui, l'aide gouvernementale, des fois, on va la critiquer, mais eux autres, ils en ont vraiment besoin, c'est clair. Regardez aussi selon le niveau d'instruction. Les gens qui ont un diplôme universitaire, eux autres, si on regarde combien qu'il y en a, il y a plus de gens à l'emploi actuellement, là, en mars 2021, qu'on avait là, en février 2020, pour ceux qui ont des diplômes universitaires. Mais ceux qui ont juste un secondaire ou qui n'ont pas fini le secondaire, ben je m'excuse, mais il y a moins de gens à l'emploi, là, pas loin de 10% de moins de gens à l'emploi. Donc ça, c'est une réalité que les politiciens devront faire valoir, les entreprises puis les syndicats aussi. Donc, mes réflexions personnelles, si je peux me permettre, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, là, les infrastructures traditionnelles sont restées intactes parce que souvent les gens comparent ça comme si c'était un ennemi invisible. C'est vrai, c'est un ennemi invisible. Puis on compare ça avec la Seconde Guerre mondiale parce que les gouvernements interviennent, tout ça. Mais là, il n'y a aucun édifice qui est tombé à terre. Il n'y a aucune, il y a aucun échangeur qui est tombé à terre au niveau des autoroutes. Là. Tout est encore là comme infrastructure. Là. Mais donc, il faut aussi que nos gouvernements, ben, qu'ils investissent pas juste dans le béton. C'est correct, là, je n'ai rien contre la construction, là, mais elle va plutôt bien passer en construction, surtout dans le résidentiel. Mais c'est important d'investir dans le numérique puis dans le capital humain, OK, selon ça. Puis moi, je trouve que les centrales syndicales, si je peux me permettre, ben, elles avaient un rôle important à jouer, là, pour conseiller les gouvernements d'adapter les programmes là, de reclassement puis de formation de main-d'œuvre à la réalité post-COVID. Parce que même une fois qu'on sera tous vaccinés, on rouvre les restaurants et les hôtels, c'est pas tout le monde là que, oui, on va être content de retourner au restaurant, mais si tu travailles 3 jours par semaine à la maison, ben, ça veut dire que tu n'es pas au centre-ville le midi pour y manger. Donc, il y a peut-être des restaurants qui, malheureusement, n'auront pas le modèle d'affaires pour subsister. Puis ça veut dire des gens, des femmes, des hommes qui n'ont pas cet emploi-là puis qui doivent se recycler dans d'autres choses. Fait que, donc, c'est important d'avoir ce programme-là. À Québec, on a ce programme-là, le programme, le PARAF qu'on appelle. Donc, mais c'est important qu'on mette plus d'argent là-dedans puis qu'on adapte puis à la limite, là, je vais vous dire, puis c'est un peu ça, payer le monde si ça ne fait pas tant par semaine chez eux pendant 1 an de temps, pendant 2 ans de temps, ben, chez eux ou en télééducation, là, pour qu'ils s'inscrivent dans de nouveaux programmes au cégep ou dans une école professionnelle ou à l'université. Moi, j'ai pas de problème personnellement qu'on paye 1 an ou 2 ces gens-là pour qu'ils se recyclent dans un nouvel emploi, mais conditionnel à ce qu'effectivement ils suivent ces cours-là. Là. On n'est pas avec la PCU, là. On est dans un autre monde. Mais je trouve que vous avez un rôle important à jouer de conseiller parce que ça va faire toute une différence entre si on va avoir des gens qui vont rester sur le carreau longtemps ou on va leur donner l'espoir puis de retrouver ça, puis avec la fierté d'avoir un emploi également. Donc, il faut adapter nos programmes parce que c'est différent. Là. L'environnement après la COVID-19, c'est un game changer, la COVID-19. Ça sera plus comme avant. Là. Ici, c'est une étude, excusez, c'est en anglais, mais c'est une étude de McKinsey, puis elle est en anglais. Bon, c'est 25% des travailleurs, on estime qu'ils pourraient travailler au moins 3 jours ou plus par semaine à partir de chez eux. Comme nous autres, Industrielle Alliance, là, on va offrir systématiquement à tous nos employés, puis on a 6 000 employés, la possibilité de travailler 2, 3 ou 4 jours à partir de chez eux. Mais pas fois qu'ils viennent une fois par semaine au bureau certains, là. Mais quand même, et ça change la donne. Là. Donc, ça dépend des entreprises, mais ce que je vous dis, c'est que c'est important, c'est massif si on permet aux gens de pouvoir continuer à travailler à la maison. Donc, ça a de l'impact. Les gens pensent que c'est une bulle immobilière. On pourra peut-être en parler à la période des questions. Peut-être que oui, mais peut-être que non.
Parce que si tu es à la maison 5 jours sur 7, au lieu d'être 2 jours sur 7, juste les fins de semaine, mais c'est pas ça. Tu es 2 jours au bureau puis 5 jours à la maison. Mais c'est sûr que tu vas investir un peu plus au niveau de la maison. Puis ça se pourrait que tu n'aies pas besoin de 2 autos. Peut-être juste une auto, c'est correct. Au niveau du couple, tu t'organises. Tu viens de sauver bien des milliers de dollars par année, là, si tu as besoin juste d'une auto au lieu de 2. Fait que tu mets de l'argent dans la maison, puis c'est un investissement. Mais peut-être que ce n'est pas une bulle immobilière qu'on vit là. C'est un réajustement. Fait que vous voyez, regardez secteur par secteur rapidement. Work from home, donc vous avez 3 points. Je vais l'expliquer lentement. Le point de départ, le point noir, c'est un peu abstrait, c'est me dire, là. C'est avant la pandémie. Le petit losange bleu, c'est actuel. Puis à droite, c'est violet, je ne sais plus trop mes couleurs. C'est après la pandémie. Fait que regardez, work from home, oui, il va y avoir du monde qui va retourner au travail, mais il va y avoir plus de monde qui va travailler à partir de la maison qu'avant la pandémie. Regardez business travel, ça c'est le voyage d'affaires. Ça va reprendre, mais ça ne reviendra pas à ce que c'était avant. Donc, ça affecte le modèle d'affaires des compagnies aériennes. Au niveau voyage de plaisir, d'agrément, ça va revenir comme avant, puis peut-être même un petit peu plus, on verra. Juste pour terminer avec ça, la même chose au niveau du e-commerce, les restaurants, livraison, le magasinage, Amazon, on a eu beaucoup plus de gens qui utilisaient, puis maintenant, tu as Simons, des autos, là, quasiment, ils ont tous le site web. Donc, puis aussi, même l'épicerie. Hein. Fait que c'est ça va demeurer. Ça s'est accéléré, mais on ne reviendra pas à ce qu'on s'était avant. Donc, c'est des changements structurels importants. Conclusion au niveau des banques, là, avant de parler de la bourse, là, des banques centrales du gouvernement, mais écoutez, c'était très imparfait, on va se le dire. Là. Il y a des gens qui avaient comme exemple la PCU, c'était mieux de rester chez eux que d'être travaillé dans certains cas, surtout s'ils travaillaient à temps partiel dans un restaurant. Mais à part ces cas-là, puis c'est quand même pas les gens les plus riches, là, on ne commencera pas à critiquer trop ça, mais ça nous a évité la dépression des années 30. Parce que si le gouvernement n'avait rien fait, là, on l'aurait eu dans l'os pas mal plus que ça actuellement. Et on aurait eu des problèmes très importants. Donc, les banques centrales, ils ont sorti l'argent. Et si vous avez M. Powell, le président de la Réserve fédérale, on a mis de la liquidité. La même chose avec Ottawa au niveau de la Banque du Canada. Vous savez que j'ai eu le privilège de travailler avec le gouverneur actuel de la Banque du Canada en 2008-2009. À ce moment-là, il était ministre des Finances. Et moi, il faut que je lève le chapeau. Mon chapeau, là, aux banques centrales, puis même au gouvernement, ce qu'ils ont fait. Quand j'ai quitté la Banque nationale en 2008, en pleine crise financière, pour lui donner un petit coup de main, puis on m'avait tendu une perche et travailler à Ottawa, j'ai eu le privilège de représenter, la fierté de représenter le Canada au sein du G20. Là. Écoutez, ça m'a pris 6 mois là, avant qu'on mette ça en place, puis que la confiance revienne. Cette fois-ci, ça a pris 6 semaines, parce que tous les outils dans la boîte à outils étaient là, puis ils se sont tout de suite réunis au niveau du G20, se sont concertés. Les canaux de communication, ils étaient tout établis. C'était des choses qu'on devait faire en 2008. Ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, moi, c'est chapeau. Ils ont réagi rapidement, puis ça a fait toute une différence. Donc, évidemment, on pourra en parler à la période des questions. Je dis pas qu'il n'y a pas des implications de tout ça, parce que là, contrairement à 2008-2009, où on parlait d'un exit strategy, bon, OK, le gouvernement, là, vous avez des gros déficits, mais c'est quoi le plan de match pour revenir à l'équilibre budgétaire? Là, il n'y a personne qui parle de ça. Bon, fait que ça, on pourra en parler tantôt. Ça a des implications, mais pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup de liquidité. Regardez au niveau, c'est du jamais vu, là, en pleine récession. Au prochain graphique, on peut le voir, c'est le sport qu'on a amené au niveau des ménages. Donc, d'habitude, quand tu as une récession, le revenu des ménages, il diminue, il n'augmente pas. Or, là, cette fois-ci, le revenu du travail a diminué, mais il y a tellement eu de transferts gouvernementaux dans la poche des ménages que finalement, le revenu total des ménages est accéléré en pleine récession. Ça, c'est du jamais vu. Puis on a un taux d'épargne très, très élevé. Donc, ce que je disais tantôt, qu'il y a un bois de laine pour les gens qui veulent dépenser. Mais ça s'est fait au prix de quoi? De déficit budgétaire du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. À la Seconde Guerre mondiale, vous avez ici 2 graphiques. À gauche, c'est celui du Canada, donc le déficit budgétaire fédéral. À droite, c'est le déficit budgétaire américain. On met tout ça en pourcentage de l'économie parce que c'est pas la même taille. Regardez, au Canada, là, c'est des déficits budgétaires de 17-18 du PIB annuel. Là. Je parle juste d'un déficit annuel, je parle même pas de la dette. Là. La dette est passée de 30 à 55 du PIB en l'espace d'un an. Là.
mais le déficit budgétaire très significatif. Il faut la retourner à la Seconde Guerre mondiale pour voir ce genre de déficit-là. Même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, ça va être encore pire que ce qu'on voit là, parce que là, ils viennent de mettre d'autres bûches dans le foyer, donc ça va être vraiment un déficit budgétaire pire que le Canada. Fait que donc, c'est ça. Fait que ça amène beaucoup de questionnements, beaucoup d'ancienneté, beaucoup d'anxiété. On peut en parler après la question si ça vous plaît, mais il y a de l'inquiétude associée à ça. Évidemment, il y a un petit peu de... Moi, je passe mon message actuellement au début, là. Les budgets s'en viennent. Bon, OK, là, je comprends. C'est toujours, faut vacciner. C'est la relance économique. Puis c'est peut-être pas le temps de parler de retour à l'équilibre budgétaire. Puis je suis à l'aise avec ça actuellement, là. Mais l'automne prochain, là, puis le printemps d'après, il va falloir qu'on commence vraiment là, à en parler. Puis pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à établir un petit peu de plan de match aussi. Donc, il va falloir penser un plan là, pour un moment donné l'assainissement des finances publiques. Pour l'instant, c'est pas la pensée magique, mais disons que on est optimiste là, du côté des politiciens et des banques centrales. C'est qu'on pense qu'on va faire comme après la Seconde Guerre mondiale. Ici, je vais l'expliquer lentement. La petite ligne pointillée rouge, c'est mon endettement du gouvernement américain. J'ai pris le gouvernement américain puis j'avais beaucoup de données là-dessus. Donc, le gouvernement fédéral américain, son endettement pourcentage du PIB. Regardez lors de la Seconde Guerre mondiale. On est passé à peu près 30 du PIB en 1940-42. Bon, en 3 ans, on a été tapé de 100 du PIB. Donc, en 3 ans, on est passé de 40 du PIB à 100 du PIB, l'endettement du gouvernement américain. Puis le Canada, c'est à peu près la même affaire en passant. Mais ça a pris 10 ans avant que ça revienne au niveau d'avant la guerre. Mais à l'époque, on avait une forte croissance démographique par la suite. Il y a eu le baby boom. Là. Le baby boom, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a vu ça. Là. Donc, une forte croissance démographique, économique, ça l'a aidé. Mais aussi les taux d'intérêt. On a gardé les taux d'intérêt faibles. La petite ligne noire, c'est le taux d'intérêt à long terme ajusté pour l'inflation. Donc, on gardait les taux d'intérêt en bas du taux d'inflation. Hier, j'avais M. Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a fait sa sortie. Il a dit qu'il va garder les taux d'intérêt faibles. Même si l'inflation s'accélère, il va garder ça faible encore pour les 2-3 prochaines années. Puis, ça va y prendre du temps là, avant qu'il monte les taux d'intérêt. Donc, le fait de garder un service de la dette très faible, ça va aider à compenser le fait, ça va aider. Si on garde un service de la dette faible, puis que l'économie s'accélère comme on pense, ben là, les recettes rentrent plus vite que le coût du service de la dette. Puis c'est de même que le ratio d'endettement baisse. Mais, avertissement, bémol, on n'aura pas la croissance économique et parce qu'on n'aura pas la même croissance démographique d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il ne faudra pas penser là, que ça va s'éliminer en faisant rien. Fait que va falloir remonter les impôts à un moment donné, puis les taxes. Évidemment, les mieux nantis devraient être ceux qui soient ciblés le plus. Les gains capitaux, exemple, il faudra y penser. Sur une résidence, actuellement, c'est non imposable. Peut-être qu'on va dire, OK, une résidence qui vaut plus que 400 ou 500 ou 800 000, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais là, ça va devenir imposable à la moitié, quelque chose du genre. Le taux de taxation, c'est compagnie. Fait qu'il s'en vient des choses. Selon moi, ça va être le chantier très important dans les 12 prochains mois, la taxation pour l'équité, pour que, dans le fond, on puisse éviter d'hypothéquer les générations futures. Marché boursier. J'espère que le temps va bien. Il était 35, j'ai commencé à 10, je pense, à quelque part. Fait que, je pense qu'on a un petit 10 minutes encore, puis on aura du temps pour les questions, si je me trompe pas. Marché boursier. Ah bien là, ça, c'est cocasse. On se demande si c'est pas là, à être en route vers le nirvana. Avoir autant de millions de chômeurs, puis qu'on a tout récupéré, puis qu'on a fait des niveaux hauts. En fait, la bourse est beaucoup plus haut qu'avant le début de la pandémie. Hein? On est 30 plus haut qu'avant le début de la pandémie, si on prend Wall Street. Puis on a fait du 80 quasiment là, depuis le creux de la mi-mars. Là. Mais on avait baissé de 35 mais on est plus haut qu'avant la pandémie. C'est ça le message. Mais attention un petit peu à la complaisance. Hein? Parce qu'une bourse, ça monte pas juste par des profits. Ça monte par beaucoup de liquidités, puis des fois un petit peu troupeau de moutons aussi. Là. On a vu des bulles. On a vu ça dans les années 20. On a vu ça dans les années 90 avec les dot-com. Je suis pas prêt à dire que c'est une bulle actuellement, mais il y a de l'exubérance. On va regarder ça ensemble. Donc, oui, la bourse, d'habitude, ça prend 2-3 ans, des fois 4 ans, puis ça a déjà pris 7 ans, des fois, à récupérer ses pertes quand on a une récession.
Mais étant donné que ça a été une récession, oui, la plus profonde de l'histoire moderne, mais la plus courte, ça a été la même affaire avec la bourse. Ça n'a pas été la correction la plus importante. 35 c'était moins pire que lors de la crise financière qu'on avait vu un recul de 55 mais ça a duré, ça a pris 6 semaines la baisse, puis ça a pris quelques mois la récupération. Vous voyez à droite, en fait, au mois d'août là, de l'an passé, on avait c'est la petite ligne rose sur le graphique de droite. On avait récupéré là, au mois d'août tout ce qu'on avait perdu depuis février. Ça, c'est quasiment du jamais vu qu'en 6 mois, on est revenu où ce qu'on était avant pour une période de récession avec bien des millions de chômeurs. Donc, ça vous en dit qu'ils en ont mis de la liquidité. La liquidité, là, elle n'est pas allée juste dans la poche des ménages. Hein. Ça veut dire, elle est allée tout partout. Puis, le marché boursier s'est égorgé de ça. On parle aussi de nouveaux jeunes qui sont sur des plateformes comme Robinhood. Ils sont chez eux, ils ont reçu de l'argent, puis ils ont investi, puis ils ont transigé. C'est devenu quasiment un sport national de transiger directement à partir de chez eux. Ça. Mais vous savez, la bourse, c'est pas le casino, là. Mais si ça devient, puis ça a l'air du casino, ça veut dire que c'est pas un bon signe. Parce que la bourse, c'est pas ça, c'est pas le casino, là. Quand tu achètes des actions, c'est parce que tu as une vision à long terme. C'est pas dans le but de faire une passe vite puis de liquider ça dans 2 semaines ou dans 2 heures ou dans 2 jours ou dans 2 mois. Là. Normalement, c'est pas ça. Ça, c'est de la spéculation. De l'investissement, c'est plus comme les caisses de retraite, d'avoir des visions plus 3 à 5 ans ou même plus long terme que ça. Donc, comment expliquer ça, ce marché haussier-là? Bien, ça repose sur, en fait, quelques convictions. OK? Fait que, c'est quoi les 3 convictions? Premièrement, l'optimisme face à l'efficacité du vaccin et son acceptation. L'efficacité du vaccin, on a la réponse. Fait que la bourse qui avait déjà montré en anticipation, normalement, ça aurait dû prendre 3-4 ans à avoir un vaccin. On a eu ça en moins d'1 an. C'est chapeau à la recherche médicale. Mais l'acceptation, là, c'est pas sûr que tout le monde accepte de se faire vacciner. Il faut qu'on dépasse au moins 65 là, parce que sinon, ton immunité de groupe ne marchera pas. Là. Fait que ça, là, il faudra surveiller ça, cette affaire-là, le taux au niveau de vaccination. Le rebond spectaculaire des profits et anticipation élevée, bien ça, c'est un cas, c'est un fait. Mais le troisième, là, le stimuli fiscal et monétaire sans précédent, c'est bien le cas. Puis ça va persister. Bien, c'est là qu'il va y avoir des enjeux. C'est là qu'il y a des risques. Parce qu'un jour, les banques centrales vont remonter les taux. Un jour, les gouvernements vont se mettre à taxer davantage pour retourner vers une trajectoire plus soutenable au niveau des finances publiques. Puis là, ça va commencer à changer un peu la donne pour Wall Street. Donc, à surveiller, qu'est-ce qu'il y en est? Parce que vous savez, hier, justement, M. Powell est devenu plus optimiste là, au niveau de la reprise économique. Là. On a une situation qui est beaucoup plus optimiste qu'avant. Et là, je regarde, pendant le temps que je vous parle, mon écran, voir qu'est-ce que ça dit. Ben, malgré le fait qu'il est bien optimiste, ben, on voit qu'au niveau de la bourse, ça ne va pas nulle part aujourd'hui. Hein? Parce que là, oui, c'est une bonne nouvelle pour l'économie, qu'il est plus optimiste. Mais pour Wall Street, là, ça fait longtemps qu'ils ont tous vu ça, là, que l'économie s'accélérait. Fait que c'est buy a rumor, sell on the news, qu'ils disent en anglais. Donc, il y a peut-être une petite prise de profit. Qu'est-ce que j'ai à droite? J'ai 2 courbes. Donc, le S&P 500, qui est la courbe bleue. Donc, on voit bien ce qui s'est passé depuis 2019. On a eu la correction au printemps de l'an dernier, le 35 de baisse. On récupère, puis on fait des nouveaux hauts. Mais regardez les taux à long terme. Puis pour les caisses de retraite, on diversifie, on met ça dans les obligations aussi. Regardez, les taux étaient restés faibles. Puis là, les taux 10 ans sont en train de remonter. Là, sur l'écran, il était à 1,5, 1,6. Puis le matin, il est rendu à 1,75. Il continue à monter. Donc, puis un taux d'obligation 10 ans américain, si vous êtes d'accord pour dire que l'inflation va être autour de 2, 2,5 à long terme, ben ça devrait être autour de 3 un taux 10 ans. Il ne devrait pas être à 1,5. Donc, moi, je dis que dans 2 ans d'ici environ, là, vous allez avoir des taux autour de 3 dans les taux à long terme, surtout que les gouvernements sont encore bien plus endettés qu'avant. Donc, on verra. Mais la hausse des taux, ça va commencer à énerver un peu plus Wall Street. Puis parce que Wall Street est dans son monde à l'occasion. Regardez au niveau de Wall Street, il y a un indice que M. Buffett utilisait beaucoup, c'était la capitalisation boursière des grandes compagnies américaines en pourcentage de l'économie américaine. On l'a modifié, puis en fait, on a pris, ça vient de Strategas,
On a pris ça, et que c'est des grosses multinationales maintenant, contrairement à là, 40 ans où c'était des compagnies américaines, mais avec toute la globalisation, les compagnies américaines sont devenues des grosses multinationales. Ben, je prends la capitalisation boursière des grosses compagnies américaines par rapport au PIB mondial et non pas au PIB américain. Ben, regardez, c'est 39 %. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était à la fin des années 90, là, avec les dot-com, quand tu avais Cisco, là, puis toutes les grosses multinationales de la technologie, que les gens pensaient que c'est eux autres qui conquéraient la planète, là. Bien, actuellement, on a nos FANG, là, nos Facebook, nos Amazon, nos Apple de ce monde, Netflix, et on commence à voir un peu ce genre d'exubérance-là. Regardez à droite, il y a deux courbes. Petite ligne pointillée, c'est le S&P 500, l'indice baromètre de Wall Street. On sépare ça en titre de croissance versus valeur. Puis vous avez l'autre, la ligne bleue, qui est le ratio Nasdaq Dow Jones. Même chose, on est en train de ressembler à la fin des années 90. Donc, mon message est le suivant. Je ne veux pas dire que c'est une bulle là, à Wall Street, mais ceux qui mettent de l'argent avec un horizon 2-3 mois, je vais vous dire, bonne chance. J'ai aucune idée dans 3 mois où ça peut être. À long terme, je suis optimiste, mais diversifier le portefeuille parce que si vous êtes trop concentré dans ça, puis je vous dirais, non seulement de ne pas être concentré trop dans des titres de Nasdaq, mais en plus diversifier. Soyez pas juste US. Dans les caisses de retraite, c'est très important. Les États-Unis, là, la capitalisation boursière américaine, c'est quasiment la moitié de la capitalisation boursière de la planète. Mais l'économie américaine, ce n'est que 25 % de l'économie de la planète. Donc, il y a des pays émergents, il y a d'autres compagnies. Donc, c'est important de diversifier parce que c'est quand même assez cher du côté de Wall Street. C'est la même chose. Je pense que les actions canadiennes vont bénéficier de ça. Regardez la petite ligne rouge, c'est la performance des actions canadiennes par rapport au marché américain. Ça l'a sous-performé beaucoup. Et nous, on pense qu'il y a de la valeur là. Donc, soyons pas surpris parce que les actions américaines, il y a des commodités là-dedans, des ressources naturelles et dans le fond, nos banques, les banques sont très bien capitalisées au Canada. Donc, on est bien moins de technologie qui fait en sorte que ça nous a fait mal depuis plusieurs années avec les taux d'intérêt qui baissaient, l'inflation. Mais si j'ai raison, avec l'inflation qui va revenir un peu, puis les économies émergentes qui vont très, très bien aussi, on favorise aussi d'être surpondéré dans les économies émergentes. Il n'y a pas eu une grosse récession dans les économies émergentes. Pourquoi? Parce que c'est pas une récession qu'on a eue du côté des biens, c'est une récession des services. Et là, ça a affecté beaucoup moins les pays émergents. Donc, Action canadienne devrait bien faire, Action émergente. Dollar canadien en terminant, écoutez, les gens me trouvent bien optimiste. Je parlais de 80 sous un peu plus tôt l'année passée pour cette année. Puis là, on est rendu qu'on pense plus 85 sous. Merci à Banque nationale, c'est le modèle. J'ai travaillé, vous savez, longtemps à Banque nationale. Stéphane Marion, c'est mon ami, mon associé, l'économiste en chef actuel. Puis je suis bien d'accord avec lui qu'actuellement, quand tu compares les fondamentaux de l'économie canadienne avec les fondamentaux US, au niveau finances publiques, on est moins endetté que les Américains. Le niveau d'instruction est plus élevé. On a un meilleur système de santé qui est plus équitable par rapport aux Américains. Et en plus, le prix des matières premières qui augmente. Vous vous souvenez, il y a un an, le pétrole était à quoi? À 25 $ à peu près au niveau mondial. On a eu même des prix négatifs à un moment donné. Actuellement, 65 $. Donc, tout ça fait en sorte que je vois le dollar canadien qui va continuer à s'apprécier. En terminant, caisse de retraite, rendement possible, modeste, il me reste 2 graphiques pour votre information. Rendement possible, plus modeste à l'horizon, oui, parce que quand on s'engage à des multiples comme on a actuellement, là, on est à peu près à 22 fois les profits prévus. À gauche, c'est un paquet de petits points. Ça, c'est des données là, qu'on a depuis 1995. Quand on s'engage à 22 fois les profits, c'est quoi les rendements qu'on a à la bourse dans l'année suivante? Ben, c'est pas loin de 0. Puis si tu regardes sur 5 ans, là, qui est à droite, c'est quoi les rendements qui t'attendent dans les 5 prochaines années quand tu t'engages à 22 fois les profits? Ben, c'est pas loin de 0 encore. Donc, je dis qu'il y a encore du potentiel à la bourse, mais c'est pas nécessairement sur le marché américain, parce que ça, c'est des graphiques sur les actions américaines. Donc, c'est cher le marché américain et c'est pour ça qu'on invite à diversifier. Les autres marchés sont beaucoup moins chers que le marché américain qui, lui, est dopé un peu par les jeunes traders qui spéculent puis toute la liquidité qu'on a de ce côté-là. Donc, il y en a là qui ne savent même pas, les jeunes qui transigent à la bourse actuellement, qu'aux États-Unis, si tu détiens un titre pour moins de 365 jours,
ben c'est imposé comme c'était du revenu d'emploi. Ils pensent que en capital, tu ne payeras pas d'impôt. Non, non. Puis là, ils vont produire le rapport d'impôt, fait qu'il va y avoir une petite réalité. Là. Caisse de retraite, ben, vous savez, et il y a M. Delic qui va nous parler de ça par la suite. Ben, c'est toujours la nécessité de rester diversifié et d'avoir des horizons à long terme. Si vous avez des horizons plus 5 ans, 10 ans, en fait, sur 10 ans, tu n'as jamais eu des rendements vraiment négatifs là, quand tu as une caisse de retraite diversifiée. Puis maintenant, moi, je suis impliqué aussi dans la caisse de retraite d'Industrielle Alliance. On met aussi des placements alternatifs, on met de l'infrastructure. Les éoliennes vont continuer à tourner, peu importe ce qui va se passer, il va y en avoir même plus avec ce qui se passe. Donc, on met dans l'immobilier également. Donc, on diversifie avec d'autres. Fait que ça complète ma présentation. J'ai été peut-être un peu long, je m'en excuse. J'espère avoir respecté mon temps. Mais est-ce que ça nous donne quand même du temps pour des questions ou est-ce qu'on a des questions? Donc, de retour à vous. Certainement, ça nous donne un peu de temps pour les questions. Puis d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs questions pour vous, M. Gignac. C'est drôle parce que la première rejoint exactement une des préoccupations que moi j'avais. Alors, la première question de Luc Madjin, c'est, M. Gignac, croyez-vous que les provinces ou les pays, pas seulement le Canada, vont ou devraient progressivement se tourner vers le protectionnisme ou un début d'économie autosuffisante suite à la pandémie? Pour le bien de l'environnement et le cas de bien d'autres pandémies. Donc, est-ce qu'on devrait aller vers le protectionnisme? Mais si jamais on fait ça, et probablement qu'on va le faire dans certains secteurs, ça va être quoi? Moi, je pousserais la question plus loin en disant quel impact que ça va avoir? OK. Soyons clairs. Si on le faisait dans tous les secteurs, OK, que tous les pays, dans tous les secteurs, retournent au protectionnisme, ça veut donc dire c'est la fin de la globalisation. On fait tout faire à l'intérieur de nos pays ou de nos frontières. Parce que là, les gens viennent de réaliser de quoi aussi? Les frontières ont de l'importance. On attendait parler que les frontières avaient plus d'importance. Les gouvernements, il y a quasiment plus de pouvoir, plus de rôle. Puis c'était les grosses multinationales qui décidaient de tout. Ben là, ça vient de changer. Là. Donc, c'est au gouvernement de chacun des pays de décider. Mais admettons que tout le monde irait dans le protectionnisme, puis on essaie de faire tout à l'intérieur des frontières. Préparez-vous que ça va coûter plus cher votre table de cuisine, là, puis votre linge. Okay? C'est clair que il y a eu des inconvénients à la globalisation. C'est vrai, parce qu'il y a eu des pertes d'emploi, des fermetures d'usines, mais ça a créé beaucoup, ça a augmenté le niveau de vie des pays occidentaux. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas les programmes gouvernementaux d'accompagnement qui étaient assez généreux pour ceux qui perdaient des emplois, ce qui est une autre discussion. Mais moi, je pense, si on prend de la politique 101, qu'on va avoir du protectionnisme sectoriel. Dans l'agriculture, on va vouloir avoir la souveraineté alimentaire, évidemment. Je suis à l'aise avec ça, le plus possible. Évidemment, des affaires les oranges, ben qu'est-ce que ça pousse pas facilement au Canada, là, mais en général. Là. Je parle au niveau énergétique aussi. Il va y avoir, surtout Canada-US, une sécurité énergétique plus importante. On ne sait pas ce qui peut passer. Ça peut être du géopolitique qui se passe. Le médical, tout ce qui est stratégique aussi, parce que à travers l'histoire de la pandémie, il y a aussi les relations avec la Chine, que c'est pas clair non plus, que les pays veulent être moins dépendants de la Chine à cause des tensions qu'on peut voir éventuellement. Donc oui, on va s'en aller vers un certain protectionnisme. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, où qu'on voyait des fois un avion que c'était des pièces venaient de 80 pays différents. Moi, je pense qu'on va avoir des chaînes d'approvisionnement qui vont être plus continentales. Oui, il y a encore des chaînes d'approvisionnement mondiales, mais ça va changer. Et dans certains secteurs, on va essayer d'être autosuffisant, comme les vaccins, là. Je pense qu'on ne veut plus revivre ça, mais en même temps, on n'a pas la population là, au Canada, des États-Unis, d'Europe. Donc, on ne peut pas savoir c'est quoi la prochaine pandémie, puis le vaccin qui va être efficace. Il faut être réaliste aussi. Mais appareils médicaux, agriculture, plusieurs secteurs, je m'attends à du montée protectionniste. Pour preuve, là, quand c'est rendu que Couche-Tard se fait refuser d'acheter une grosse épicerie en France pour des raisons de sécurité nationale, ça sent le protectionnisme à plein nez, là. Mais est-ce que c'est vraiment sécurité nationale stratégique? On parle d'alimentation. Au niveau épicerie, peut-être. C'est bon. Moi, je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats un matin, là, mais il y a une montée protectionniste, mais il va y avoir plus d'inflation. Et c'est pour ça qu'actuellement, on commence à revoir la montée des taux. Je m'attends qu'il y ait un peu plus d'inflation dans les prochaines années que ce qu'on a vécu, parce que
on va avoir moins d'échanges commerciaux. C'est un peu, pas la fin de la globalisation, mais c'est un nouvel environnement puis un changement de régime qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup pour cette réponse. J'aurais une autre question ici de M. Plante qui dit, concernant les déficits budgétaires, vous en avez parlé des fameux déficits, quel impact à moyen ou à long terme ça pourrait avoir pour les salariés du Québec et du Canada? OK. Écoutez, M. Blanc, je vous salue. Impact, attendons-nous, c'est que le déficit budgétaire, là, mettons, Québec, c'est 15 milliards, OK? Ottawa, c'est pas loin de 400 milliards, là, ils vont confirmer encore de nouveau. L'année prochaine, ça va baisser vite, là, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont non récurrentes, puis l'économie réaccélère. Donc, déficit budgétaire du Québec, 25 la semaine prochaine, jeudi, ils vont probablement annoncer que c'est 7 milliards l'année suivante. Mais pour retourner à l'équilibre, il va falloir qu'ils pensent à quelque chose. Là. Dans le cas du fédéral, clairement, tu ne peux pas retourner à l'équilibre si tu ne montes pas les taxes. Mais il n'y a personne qui va parler de monter les taxes et les impôts. Oubliez ça. Là. Donc, ça va être dans un an qu'ils vont nous parler de ça. Pas là. Parce que là, on est toujours vaccination, accompagnement, puis relance. Donc, mais une portion très significative du déficit, c'est des mesures non récurrentes qui vont faire que le déficit va baisser rapidement. Dans le cas du Québec, ça se peut qu'on retourne à l'équilibre budgétaire sans augmenter les impôts et les taxes, OK? Voir qu'est-ce qu'il y en est. Fédéral, j'en doute. Bon, pour les salariés, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, clairement, ils ne seront pas plus affectés que les ménages québécois si on n'augmente pas les impôts et les taxes. Là, après, si c'est des employés de la fonction publique, bien évidemment, c'est toujours le cadre des négociations salariales, etc. Mais je ne sais pas si le gouvernement va pouvoir signer peut-être des ententes à long terme. Peut-être que moi, je négocierais plus des ententes sur 2 ans que des ententes plus long terme. Ça restera à voir parce que la prédiction sur l'inflation, c'est ça qui est le facteur de risque. Mais si on a l'indexation, ce n'est pas un enjeu, mais ce sera important la clause d'indexation. C'est ça que je veux vous dire. Aller se commettre sur un chiffre fixe, là, il y a un risque à savoir que si l'inflation monte à 4 puis il reste à 4 pour 3-4 ans, là, tout à coup, si tu t'es commis pour 2 ou 3 fixes, il y a une perte de pouvoir d'achat. Donc, je pense que dans les négociations du secteur public, la clause d'indexation elle a plus d'importance par le passé parce que, selon moi, les pressions déflationnistes, c'est pas mal terminé. Il y aura un peu plus de pression inflationniste. Mais je suis assez confiant dans le cas du Québec que ce soit les ménages, employés, secteur privé, secteur public, qu'on n'aura pas une augmentation du fardeau fiscal. Une troisième question, merci. J'ai une troisième question qui est un peu en lien avec la deuxième qu'on vient de vous poser, qui vient de Zafar Madji, qui dit que c'est une question autour du coût de la vie parce que, on trouve que, le coût de la vie augmente de façon exponentielle, mais nos salaires ne semblent pas suivre. Là, ça a un impact sur la plupart de la population, des travailleurs, des retraités, etc. Puis, on a l'impression que les augmentations salariales n'augmentent pas nécessairement en conséquence. Donc, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, vous aussi, M. Gignac? Est-ce que dans le fond, la question qui est sous-jacente à cette question-là, c'est est-ce que dans le fond, les travailleurs et les travailleuses, la population en général, ne seront pas les perdants, les grands perdants de ce retour à l'équilibre budgétaire, finalement? Vous savez comment c'est calculé l'histoire des coûts de la vie? Ils prennent un ménage médian comme si ça existait, avec un panier d'épicerie et un panier de consommation médian comme si ça existait. Mais pour les gens là, qui sont locataires, pour qui la nourriture, l'alimentation, c'est une portion très importante de leur budget parce qu'ils n'ont pas les moyens de voyager, ils n'ont pas moyen d'acheter des trucs de vidéo. Là, oui, c'est vrai, le coût de l'électronique baisse, mais les autres, là, ils ne sont pas avec tous les derniers gadgets, derniers cris. Là. Donc, eux autres, le panier d'épicerie, c'est important. Puis peut-être qu'ils sont en région, il faut qu'ils prennent les autos. Ils n'ont pas la chance d'avoir le pass de transport en commun, il ne coûte pas trop cher. Donc, l'essence coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher. Fait que c'est certain que c'est une perte de pouvoir d'achat. Fait que donc, c'est important de voir un peu par groupe de profession, puis groupe, pas nécessairement de profession, mais de revenus, si on veut, parce qu'il y a des pertes de pouvoir d'achat qui vont se faire. Donc, les salaires n'augmentent pas à la vitesse que l'inflation pour ces groupes-là, d'âge-là. Qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est ce que les gouvernements ont tendance à faire. Ils ont tendance à compenser par les impôts, le fiscal, qui fait en sorte que aller jusqu'à un certain niveau de revenu, tu ne payes pas d'impôts pantoute, ou tu as des déductions bien plus généreuses, ou ton taux d'imposition est bien plus faible. Donc, la seule façon de corriger ça pour les gens qui sont moins bien nantis, pour qui il y a une détérioration de leur niveau de vie, parce que le coût de la vie monte bien plus vite pour les raisons que j'ai expliquées que le salaire, c'est par le fiscal que tu vas faire ça. Puis je m'attends, c'est ça que les gouvernements font au fil des décennies, des années, puis je m'attends qu'ils doivent en faire encore plus avec les graphiques que j'ai présentés tantôt, que les moins bien nantis sont ceux qui sont encore plus frappés par cette pandémie-là et que malheureusement, après que tout le monde soit vacciné, ça va être eux qui ça va prendre le plus de temps à récupérer. Merci beaucoup. J'ai une question qui est arrivée directement sur mon téléphone personnel, mon téléphone cellulaire, qui est un peu en lien avec, c'est une question qui vient de François Lheureux, qui est directement en lien avec cette question-là. Donc, on parle un peu de l'effort des travailleurs pour rétablir, pour retourner à l'équilibre budgétaire. Mais cette question-là nous dit, que pensez-vous de la surenchère? Je l'aime un peu, cette question-là, quand même. Que pensez-vous? Elle est un peu délicate, mais on la pose quand même. Que pensez-vous de la surenchère de la rémunération des dirigeants d'entreprise? Ah, ben, je salue M. Lheureux. Ben, à l'Assemblée nationale, j'aurais patiné beaucoup, là. Mais on n'est pas à l'Assemblée nationale. Écoutez, ça, ces choses-là, oui, moi, je remarque ça, là, tout ce qui peut se passer, puis on ne mentionnera pas de nom puis de cas particulier. Tu sais, quand je dis les inégalités s'accroissent, là, ben, c'est ça aussi. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau des dirigeants, avec les options d'achat, les actions, les régimes de bonification, on est rendu dans certains cas que le salaire du plus haut dirigeant par rapport à l'employé, c'est pas des 30 puis des 40 fois, c'est des fois des 400 fois, puis beaucoup plus que ça, des milliers de fois, surtout si on regarde les rémunérations du côté de Silicon Valley, etc. Donc, moi, je m'attends que, surtout avec M. Biden, là, qui vient d'être élu aux États-Unis, beaucoup plus social-démocrate, comme vous le savez, puis le Canada va emboîter le pas, que toute la taxation au niveau gain capital, option d'achat, que ça va être traité différemment. Parce que là, des fois, ça devient un peu indécent. Est-ce que l'être humain mérite de gagner tant de fois de plus que l'autre qui fait la job? Donc, moi, mon point, c'est que je suis pas, comment dire, un partisan du communisme non plus, là. Mais qu'on ait une société plus égalitaire, oui, mais on pourrait taxer beaucoup plus tout ce qui est compensation variable au niveau option d'achat. Mais tu peux pas faire ça juste le Canada si les États-Unis font pas, parce que ça marchera pas facilement, tout ça. Puis une province peut pas le faire si l'autre province le fait pas. Mais si l'exemple vient de Washington, puis j'ai bon espoir que là, ça va se faire, puis surtout que là, ils n'auront pas le choix, il faut qu'ils trouvent l'argent là où qu'elle est. Puis l'argent n'est pas au niveau du travailleur bas salarié, là. Elle est plus là. Que je m'attends qu'il va y avoir des choses qui vont bouger de ce côté-là. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça parce que là, après, c'est aux actionnaires à sanctionner, si tu veux. Mais je ne serais pas surpris qu'on va se rapprocher du modèle scandinave, du prochain modèle européen, ou dépasser un certain niveau de revenus puis de compensation, que ça ne sera pas 50 qu'on va monter à 75, peut-être même à 80 Il y en a qui ont déchiré le chemise en France pour ça, mais avec ce qu'on connaît, puis l'endettement qu'on connaît, puis aussi l'acceptabilité sociale qui a changé beaucoup, puis les réseaux sociaux aussi, là, qui sont là. Je m'attends que ça va bouger dans les prochaines années de ce côté-là, mais ça va venir d'abord de Washington pour que les autres pays puissent emboîter le pas aussi. Parfait. J'entends votre appel, dans le fond, à prendre notre place, même dans les assemblées d'actionnaires, parce que il faut se le dire, le capital de nos caisses de retraite est quand même investi dans les entreprises, puis on a peut-être aussi un devoir d'exercer nos droits de vote, même en ce qui concerne la rémunération des dirigeants. J'ai une autre question ici qui est dans un autre ordre d'idées, puis qui nous amène à réfléchir un peu à la sécurité financière, à la retraite puis à l'épargne. On a une question de Bernard Lafrenière ici qui nous dit évaluez-vous qu'en post-pandémie, les gens ont dégagé plus de marge de manœuvre pour leur épargne à cause des restrictions? Est-ce que les gens vont continuer
ces bonnes habitudes qu'ils ont développées pendant la pandémie. Vous avez parlé du niveau d'épargne pendant la pandémie. Oui, donc c'est ça. on aimerait ça vous Je salue, entendre. monsieur. Ouais, excusez, je salue M. Lafrenière. Bonne question, hein. Là, c'est pas pour rien que l'économie, c'est une science sociale, puis que c'est pas une science d'administration, une science exacte. On est science sociale parce que c'est le comportement des gens. Puis là, on ne sait pas c'est quoi que les gens vont adopter comme comportement. Il y en a que peut-être qui vont être plus prudents. C'est-à-dire que, oui, le taux d'épargne va redescendre parce que là, ils vont être contents de voyager puis d'aller au restaurant, des choses de même. Mais là, ils ont une bonne leçon. Peut-être qu'il va y avoir une autre pandémie, puis peut-être que ce sera... Puis les gouvernements sont pas mal plus endettés cette fois-ci. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi généreux. Puis finalement, dire, il faut dégager de l'argent pour réparer notre retraite. Donc, à quelque part, ça se peut que le taux d'épargne ne revienne pas aussi bas qu'il ne l'était avant. En contrepartie, vous savez comment c'est mesuré le taux d'épargne. Hein? C'est mesuré à partir de ton revenu annuel puis de ce que tu dégages dans une année. Mais tout ce qui est, mettons, l'accroissement de richesse au niveau de ta maison qui prend de la valeur ou ton régime de retraite qui prend de la valeur, c'est pas calculé dans le taux d'épargne parce que c'est pas un flux monétaire annuel, c'est un stock et qui fait en sorte que ça peut influencer. Fait que ça dépend. Si la bourse continue à très bien aller, puis le prix des maisons continue de bien aller, je m'attends que le taux d'épargne redescende moins au niveau qui était avant. Mais si les maisons, je suis pas trop inquiet. Je pense que ça va se calmer un peu parce que quand les taux d'intérêt vont commencer à remonter, là, probablement d'ici 2 ans, là, vous allez commencer à voir ça. Ça va se calmer un peu le pompon parce qu'il y en a, là, ils achètent des grosses maisons, mais c'est pas pour rien qu'ils font des stress tests de 200 points de base pour être sûr que tu es capable de payer quand les taux d'intérêt vont être 2-3% plus élevés. Là. Mais la bourse, on ne sait jamais ces choses-là. Donc, c'est pas une science exacte. Moi, je m'attends que le taux d'épargne ne revienne pas à ce qui était avant. Parce que les gens viennent de réaliser, puis dans certains cas, peut-être que ton conjoint ou ta conjointe, son emploi, elle a perdu définitivement. Et vous êtes juste un revenu là, au niveau familial. Puis là, à un moment donné, le gouvernement, ils vont finir les subventions puis le support. Là. Puis là, il faut que tu réinvestisses dans tes études, etc. Donc, les gens pourraient se mettre à être plus prudents. Donc, ma réponse, c'est je m'attends que le taux d'épargne ne revienne pas à ce qui était avant, puis que les gens soient plus sensibilisés aussi au niveau de la retraite. Parce que il pourrait avoir de l'insécurité financière. Il n'a pas autant qu'il n'avait il y a un an. Il y a un an, là, c'était l'insécurité financière. Là, il y a moins d'insécurité financière, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Mais quand les gouvernements vont commencer à vouloir revenir plus vers l'équilibre budgétaire, dans le cas du Québec, j'ai dit que je pense qu'ils vont pouvoir le revenir sans augmenter trop les impôts et les taxes. Dans le cas du fédéral, il va falloir à un moment donné qu'ils augmentent le fardeau fiscal. Et si en plus l'inflation s'accélère, c'est-à-dire le coût de la vie qui coûte plus cher, les gens, je pense, vont épargner davantage. Peut-être pas autant qu'actuellement, mais plus que ce qu'ils faisaient avant la COVID. Parfait. Il me reste peut-être 2 questions pour vous, M. Gignac. On avait beaucoup de temps avec vous aujourd'hui. On est choyés. J'ai une question qui est tout à fait d'actualité présentement. Vous savez, dans la fonction publique est en négociation. Puis en regardant un peu ce qui s'en vient, ça aussi, c'est une question un peu délicate, mais selon vous, quel taux minimum d'augmentation annuelle devrait-on négocier au cours des 2 prochaines années, selon vous, pour maintenir notre pouvoir d'achat? OK. Ça va aux prédictions d'inflation, tout ça. Là. Fait que, donc, c'est un peu embêtant. Vous savez que le taux d'inflation va s'accélérer beaucoup là, dans les prochains mois. Pourquoi? Parce que la base de comparaison de l'an passé est tellement faible que vous allez avoir peut-être des chiffres de 3,5-4 %. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des taux d'inflation 3,5-4 %. Donc, soyez pas surpris là, cet été, quand vous allez voir les chiffres là, du mois de mai, juin, vous allez voir des taux d'inflation beaucoup plus élevés. Mais il va y avoir un peu une exagération de base de comparaison. Si je passe par-dessus sur mon ticule, si on veut, de l'été, moi, je travaille plus avec un taux d'inflation qui va être entre 2,5 et 3,5 systématiquement dans les 3 prochaines années. Et j'exclus pas à un moment donné que ça peut être même 3 à 4 %. Le monde sera plus comme avant.
le prix des matières premières est en forte hausse, le prix que ce soit le bas d'œuvre, que ce soit le prix du cuivre, tout le coût d'approvisionnement, les frais de transport. Vous savez, dans une auto électrique, ils rendent 8 fois plus de cuivre que dans une auto conventionnelle. Donc, puis ça, tu ne pèses pas sur un piton pour partir d'une nouvelle mine de cuivre, là. On n'est pas avec des semi-conducteurs, là. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des pressions qui vont s'installer. Puis aussi le fait qu'il y a du protectionnisme, on va voir faire de plus en plus à l'interne. Moi, j'ai rien contre les initiatives de panier bleu. C'est parfait, là. On ne force pas le monde. C'est incitatif. Mais si on met des barrières en plus de restrictions, que ça, il faut absolument que ça soit fait au Canada, absolument que ça soit fait aux États-Unis, ça va être beaucoup plus. Donc, moi, je dis, c'est plus d'avoir la clause d'indexation. C'est ça qui importe, parce que c'est pas prévisible facilement, l'inflation. On a vécu pendant 30 ans que c'est une décélération de l'inflation. À chaque année, l'inflation avait tendance à être un peu, le taux d'inflation avait tendance à diminuer, mais là, je vois une accélération plus. Sans parler qu'il peut y avoir des événements géopolitiques. En Arabie Saoudite, là, avec le Yémen, puis tout ça, tu sais pas. Et c'est pas une démocratie tout à fait non plus, l'Arabie Saoudite, puis c'est un grand producteur de pétrole. C'est le numéro 1. La Russie, c'est tout à fait une démocratie, c'est le numéro 2. Donc, les 2 plus gros producteurs de pétrole, c'est pas nécessairement est-ce que ces régimes-là sont stables avec le temps? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis là, tu peux avoir un choc pétrolier. Fait que moi, ma suggestion, en terminant là-dessus, c'est que la clause d'indexation, c'est bien pratique. Parce que là, à ce moment-là, tu n'as pas trop à te casser la tête sur la prédiction d'inflation. Pas sûr que le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Parce que lui, c'est de l'incertitude aussi. Puis là, après, le reste, c'est pour l'enrichissement, pour le gain de productivité, puis les échelons. Mais il va y avoir, je pense, des belles heures de négociation. Moi, je suis pas impliqué là-dedans. Là, je suis un gérant d'estrade, comme vous savez. Je suis siège conducteur arrière. Mais je pense qu'il va y avoir des belles négociations à venir, que ce soit avec le fédéral, que ce soit avec les provinces, partout. Parce que les gouvernements, ça va être difficile de dire qu'ils n'ont pas l'argent, là, avec tout ce qui s'est passé. Franchement, tu avais toujours, là, c'est l'équilibre budgétaire, l'austérité budgétaire, on n'a pas les moyens. Il va falloir qu'ils sortent un autre argument. Donc, ça, c'est à l'avantage, on va se dire, au niveau des syndicats. Donc, ça n'arrive pas souvent au fil des décennies, mais je pense que le rapport de force est en faveur des syndicats lors de la prochaine négociation du secteur public par public. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur Twitter et de me citer, là, mais quoique, je suis toujours on ne dit pas tout ce qu'il pense, mais on pense à ce qu'on dit, puis j'ai pensé à ce que j'étais pour vous dire, et je suis capable de vivre avec ça, même si c'est public. Merci, M. Gignac, pour cette réponse honnête. Je peux vous dire qu'on va la retenir dans le cadre de nos prochaines négociations, celles qui s'en viennent puis celles qui ont lieu présentement. On aurait vraiment beaucoup de questions pour vous. Ça n'arrête pas de rentrer sur le chat ici. Il va falloir s'arrêter à un moment donné. Moi, pour le mot de la fin, je vous donnerai le mot de la fin pour une dernière question. Si vous étiez premier ministre, présentement, si vous étiez premier ministre, quels seraient vos 3 axes principaux pour préparer l'après-COVID? OK. Je suis tellement content de ne pas l'être. Je vous avais dit qu'à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions. Des fois, je me demande si je vais y répondre ou pas. Par courtoisie pour vous, puis aussi des gens qui nous regardent, je vais tenter de le faire. Très, très important d'investir dans le capital humain. C'est ça qui va faire une différence. C'est un game changer, ce qu'on vient de vivre. C'est quasiment comme l'invention de l'automobile. C'est-à-dire que là, ça a changé tellement la donne quand on a lâché les chevaux et qu'on est avec l'automobile. Là, c'est un peu l'inverse. Il faut investir dans le capital humain. Oui, on va retrouver nos centres-villes, mais ça sera peut-être pas comme c'est avant aussi. Important d'investir dans le capital humain. Donc, ça, c'est ma top priorité là, pour les programmes d'adaptation professionnellement, pour éviter que les gens restent sur le chômage puis qu'ils tombent sur le bien-être social puis qu'ils soient là-dessus pendant 50 ans. Donc, ma top priorité, évidemment. Donc, tu sais, je suis pas sûr que j'en aurais 3. Ça serait ça. Mais aussi, je pense que d'expliquer aux gens
que c'est pas une science exacte, tout ça, là, OK? Mais que dans le fond, c'est important la solidité, mais aussi tout le côté là, inégalité. Tu sais, si tu veux avoir une société qui fonctionne, il faut que tu t'occupes des inégalités. Ça a été un peu mis en dessous du tapis, tout ça, puis les gens disent on peut pas faire grand-chose, regarde, c'est ça. En réalité, on vient de démontrer qu'on peut faire de quoi. Puis que les frontières aussi ont de l'importance, puis les gouvernements, ils ont du pouvoir. Donc, moi, ce serait vraiment d'investir au niveau du capital humain et aussi des inégalités, parce que si vous avez des gens qui ne se retrouveront plus d'emploi, puis qui vont devenir des mendiants, vont être sur l'aide sociale au début, puis après avoir bien de la misère, ça amène de la violence, puis de la tension, puis ça amène, c'est pas tellement au niveau des centres-villes, c'est pas bon. Fait que moi, ce serait mes deux. J'en aurais pas trois, j'en aurais deux. Vraiment, investir capital humain, formation, etc., mais aussi ne pas hésiter. Je sais qu'il y a toujours des fois bien des lobbies, puis au niveau des chefs d'entreprise, puis tout ça. Ben écoutez, je m'excuse, hein. Même les entreprises ont cogné à la porte du gouvernement là, durant cette pandémie-là, parce que sinon, ils faisaient faillite. Là. Fait qu'à quelque part, on peut-tu s'occuper aussi des moins bien nantis, puis être un peu plus juste et égalitaire au niveau de la société. La troisième, c'est évidemment le côté environnement. On va se le dire, ça, peut-être. Je disais, j'en aurais deux, finalement. C'est toujours notre jeune génération, penser à notre planète, l'environnement. Et donc, puis hier, c'est une bonne nouvelle, hein, le tramway de Québec, là, d'après ce que je peux pas en dire. Donc, peut-être réduire l'empreinte carbone, parce que ça, c'est le prochain gros, c'est les changements climatiques. Que c'est pas dans 50 ou 100 ans, ça va rapidement. Et c'est pas notre prochaine pandémie, mais on voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, très important d'aller dans ce texte-là. Donc, capital humain, l'égalité sociale et le côté environnement pour notre jeune génération. Mais j'ai pas envie de retourner en politique. Donc, votre honnêteté, en fait, parce que franchement, vous êtes prêté au jeu, vous avez répondu à l'ensemble de nos questions. Je vous remercie pour ces propos éclairants, à la fois rassurants, mais pas toujours rassurants non plus. Ça peut être aussi un peu inquiétant, notamment au niveau de ce qu'on peut anticiper au niveau de l'augmentation des inégalités sociales, puis de tous ceux qui vont peut-être être laissés pour compte dans la reprise là, qu'on va connaître. Mais on entend votre message aussi pour les prochaines négos, puis on entend votre message aussi de l'importance pour le mouvement syndical de faire connaître nos positions et de faire valoir notre point de vue. Donc, je vous remercie infiniment au nom de la FTQ de votre présence aujourd'hui.